faudrait se dire, je ne vais plus rien chercher et simplement être. Et c'est dans cette non-recherche, dans cet état de vacuité, de liberté, vous voyez, avec Jean-Marc on parlait de liberté, avec Irina on parlait de liberté, que quelque chose va se présenter. Si on est en recherche de quelque chose, on est dans la recherche. On est dans un mental qui cherche quelque chose. Dans ces conditions-là, on ne peut pas percevoir l'être, puisque l'être, lui, se révèle précisément lorsqu'on ne recherche plus rien. Alors, c'est difficile. C'est ça le plus difficile. C'est le plus simple et le plus difficile. Exactement. Juste voir et c'est tout. Être, Voir, oui. être, écouter, c'est tout. Est-ce qu'il y a ici aussi un lien avec la notion de globalité? Ah oui. De qu'est-ce qu'on a regardé la dernière fois? Oui. Quand même, il faudrait un petit peu continuer sur ce que Pascal vient de soulever. Tu as parfaitement raison, on a l'habitude d'attraper quelque chose et de dire « ça y est, j'ai trouvé ». On va découvrir que « ça y est, j'ai trouvé » ou « je veux attraper quelque chose », c'est un mouvement du mental. C'est un réflexe chez l'être humain, puisqu'on est toujours en projection de quelque chose. Voyez ? Je veux mon objet, je veux de l'argent, je veux une personne, je veux une voiture, je veux un travail, je veux ceci. Voilà, on a l'habitude d'être en avidité, en recherche d'un objet qui va m'apporter du plaisir. Écoutez, c'est simple, c'est le problème humain. Vous voyez, il n'est pas compliqué en fait. Et on a mécanisé ce phénomène mental. J'ai vécu un plaisir, le plaisir est lié à une image, et maintenant je suis en recherche de l'objet pour éprouver mon plaisir. C'est la base de l'être humain, si vous voulez. C'est la base du problème humain, je dirais. Mais on est en train de découvrir que lorsque le mental se tait, il y a quelque chose derrière. Et ce quelque chose, lui, n'est pas vide, il est plein d'un rayonnement de paix et en lui, on découvre qu'une véritable liberté est possible. Voyez, lorsque le mental ne cherche plus à attraper quelque chose. On veut attraper l'être. C'est ce désir d'attraper quelque chose qui fait qu'on ne peut pas vivre l'être. Voyez, c'est un obstacle. Pour quelqu'un qui commence dans le domaine spirituel, on ne peut plus parler de désir, mais d'aspiration. Il y a le désir qui veut attraper son objet, vous voyez, ça c'est un désir, mais il y a à un moment donné une âme, une sensibilité qui aspire à quelque chose de plus vaste, qui aspire à une véritable liberté. Vous voyez ça? C'est quand même très différent lorsque on a le désir de posséder quelque chose et le fait, par exemple, de faire cette discussion, de nous réunir pour découvrir la nature de la vie. Vous voyez, ça c'est une aspiration. On aspire à voir clair, on aspire à la liberté, à quelque chose de plus vaste et à voir clair dans la nature de la vie. Vous voyez, c'est différent que lorsque moi je veux telle personne, lorsque moi je veux de l'argent, je veux faire un voyage, je veux faire ceci, je veux faire cela. Bien, ça c'est un désir. Il y a une différence entre une aspiration et un désir. Il faut que le mental s'arrête à un moment donné pour percevoir ce qui est au-delà de lui. Le mental pense, mais il peut parfaitement s'arrêter. Ce qui va permettre de ralentir le mental, beaucoup, c'est les regards que nous allons porter sur lui et les reculs qui vont se produire, voyez. Et ça va naturellement apaiser le mental. On va découvrir, grâce à ces reculs, qu'il y a une dimension au-delà du mental et que cette dimension est bien plus, je dirais, agréable
est bien plus paisible que l'agitation du mental. Et on va se dire, mais c'est ce dont parlait Jean-Marc tout à l'heure. Dès qu'on est dans le mental, on sent un retrécissement dans le champ de la conscience et je suis focalisé et je suis pris dans mon mécanisme mental. Je pense sur ceci, je pense sur cela. Et d'un seul coup, quelque chose peut lâcher, se reculer du mental et même le mental peut parfaitement se désagréger, voyez? Et c'est là où on perçoit qu'il y a quelque chose derrière le mental. Ce quelque chose derrière le mental va entrer petit à petit dans le champ de notre conscience. Ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup, mais ça va se faire petit à petit. Nous allons percevoir, définir, voir clairement, je dirais, la présence de ce rayonnement. On en discutait avec Jean-Marc, c'est bien parce que vraiment il s'exprime totalement et pleinement. Au début, il nous parlait de la paix, mais après, il a parlé de la présence. Et maintenant, il parle d'espace. Vous voyez comme ça évolue. Et maintenant, il parle de l'être. Vous voyez comment, dans la conscience d'un individu, l'évolution se produit. Et dans la présence, il y avait une sensibilité qui pouvait apprécier cette paix. Après, il a parlé d'espace, et maintenant, il parle de l'être. Vous voyez comment ça se dévoile. C'est lorsqu'on ne demande plus rien, le mental n'attend plus rien, et qu'on est dans cet état d'abandon et de paix, de tranquillité, qu'on va percevoir qu'il y a un rayonnement, qu'il y a une lumière au-delà. Alors, il faut d'un côté mettre de la lumière dans ce qui nous embête, c'est-à-dire notre égocentrisme, notre mental, nos jugements, nos commentaires, cet ego, le moi, pour défaire un petit peu le nœud de ce problème humain, ce moi, de ce mental. C'est cet élargissement qui va petit à petit permettre de percevoir ce qui est au-delà. Disons qu'il y a quelque temps, je disais qu'il fallait jouer avec la lumière. C'est Irina qui avait donné cette expression de jouer avec la lumière. C'est-à-dire se rendre compte qu'on ne peut pas vivre les choses si la lumière de conscience n'est pas là. Se rendre compte de ça. Et quand j'allais voir Albert au début, je le faisais beaucoup toute la journée, enfin vraiment chez moi, partout. Me rendre compte qu'il y avait une lumière qui me permettait de vivre ma main, par exemple, ou mon épaule, ou mon coude, ou mon pied, ou ma bouche. Et je me rendais compte que sans cette lumière, je ne pouvais pas vivre un état qu'il fallait cette lumière. Parce que jouer avec la lumière de cette manière-là, c'est prendre conscience qu'il y a une lumière. Et c'est cette même lumière qui va permettre au mental de s'exprimer. Quand on est pris par le mental, on ne peut vivre le mental que parce qu'il y a cette lumière. C'est la même lumière, c'est pas une autre lumière. Faire ce petit exercice-là, prendre conscience que sans cette lumière, d'abord qu'il y a une lumière en nous, cette lumière de conscience, se rendre compte qu'elle est là. Et pour se rendre compte qu'elle est vraiment là, jouer avec la lumière de cette manière, se rendre compte que c'est grâce à la lumière qu'on va pouvoir vivre n'importe quel contact sensoriel, mais vraiment le faire beaucoup, 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 ça va nous permettre de prendre conscience qu'elle existe, qu'elle est bien là, que c'est bien grâce à elle qu'on peut vivre les choses, et que le mental lui-même ne peut être vécu sans cette lumière. Donc à un moment donné, ça peut permettre d'avoir un petit recul au moment où on est pris par le mental, et de se rendre compte qu'il y a aussi la lumière qui est là. Quand on est pris dans le mental, il y a le mental qui parle avec des images, il y a du son, il y a une notion de moi, mais la lumière est là. Parce que sans elle, il n'y aurait pas le mental qui serait en train, avec le moi au milieu, de parler et de projeter des images. Donc il y a aussi la lumière. Et le fait de jouer avec la lumière de cette manière-là, ça va permettre peut-être à un moment donné, en tout cas moi c'est ce qui se passe en ce moment, d'avoir ce recul
de la lumière. Il y a le mental, mais il y a aussi la lumière. Et quand il y a ce mouvement, il y a aussi la lumière de témoin, il y a un recul qui se fait et on sort du mental. On sort mécaniquement, on pourrait dire spontanément et presque mécaniquement du mental. Cette nuit, par exemple, il y avait beaucoup de mental quand j'étais réveillé. Il y avait beaucoup de mental, mais il y avait aussi ce recul de la lumière et je voyais le mental dans lequel j'étais et qui était vécu comme étant une réalité, parce qu'il y avait un décor, parce qu'il y avait un personnage, ou des personnages, et une notion de moi qui était intégrée dans ce monde. C'était un monde. Vous voyez, c'est un monde. Quand on est pris dans ce mental avec des projections, des personnages, des mots, des paroles, mais la lumière se retirait et ça se désagrégeait complètement. Ça se désagrégeait. Et puis hop, il y avait un autre monde mental qui se présentait, la lumière était prise dedans, mais elle se retirait de nouveau. Et à un moment donné, c'était volontaire. C'est-à-dire que je pouvais, je dis je, mais volontairement, la lumière peut se retirer de ce monde. Mais pour ça, il faut prendre conscience qu'il y a toujours la lumière quand on vit quelque chose. Que ce soit, je sais pas, un morceau de pain qu'on est en train de manger, que ce qui se passe visuellement devant nous, ou quelqu'un qui nous parle, il y a cette lumière qui est là. Donc, s'habituer à cette lumière et à prendre conscience de sa présence, c'est très important parce que quand on est pris par le mental, à un moment donné, on peut avoir ce recul qui va se faire parce qu'on a pris conscience que sans cette lumière, rien ne peut être vécu. Et que si elle n'est pas là, il n'y a pas de mental. Le mental ne peut pas exister sans cette même lumière qui nous permet d'entendre, de voir, de goûter, etc., etc. Oui, c'est la base du soi-regard. Oui. Qu'est-ce que c'est le soi-regard? C'est vivre un état et prendre conscience de l'état. Et dans cette prise de conscience, il y a un recul. Voyez, la lumière se retire en partie, on va dire, et puis observe le phénomène. On dit prenez conscience. Et dans ce prendre conscience, la lumière se retire. Et ce que dit très bien Jean-Marc, c'est que en faisant cette chose de plus en plus, on va découvrir que c'est la lumière qui est essentielle, qui est notre fondamentale. On peut avoir faim, on peut avoir peur, on peut avoir, je sais pas, être anxieux, on peut être vivre un désir. Tout ça, ce sont des phénomènes. C'est phénoménal, ça. Ça apparaît, ça disparaît. Mais la lumière, elle, est toujours là. Jouer avec la lumière, comme disait Irina, et comme le souligne parfaitement Jean-Marc, eh bien, on va découvrir que cette lumière peut se retirer de n'importe quelle projection, de n'importe quel phénomène vécu, pour prendre conscience du phénomène. Et lorsque la lumière se retire, eh bien, la chose disparaît. Ou alors, je viens vers Irina, on vit la chose dans une globalité. On vit l'instant dans une globalité. Lorsque nous sommes en pensée, focalisés sur quelque chose, nous sommes pris dans un mécanisme. Mais si du coup on pense à la globalité, et on pense à vivre dans une globalité, dans une unité, vous allez naturellement lâcher cette tension sur le mental et les pensées, et vous allez vivre dans une globalité, une unité de l'instant. C'est pourquoi je posais cette question. Est-ce qu'on peut, dans la globalité, plus de ressentir si on ne focalise pas, si on élargit et on regarde en globalité? Il y a quelque chose qui lâche, voyez. Lorsqu'on se focalise sur quelque chose, c'est que j'ai un intérêt à me focaliser sur une chose. Mais si j'ai plus d'intérêt en arrière-plan et que je ne me focalise pas sur quelque chose en particulier, alors je vis dans une globalité, une unité, voyez. Et dans cet état d'abandon, eh bien, on peut percevoir qu'il y a quelque chose, qu'il y a la paix, qu'il y a la liberté,
qu'il y a un état d'harmonie, de plénitude. C'est à ce moment-là que, vous voyez, on parlait d'ouverture tout à l'heure, s'ouvrir à l'être et le laisser rentrer en nous. L'être est toujours là. Mais vous voyez, le problème de l'être humain, c'est que il est enfermé dans ses croyances, dans ses idées, dans ses concepts, et il n'a pas ouvert son esprit à la vie, voyez, parce qu'il est cloîtré dans son mental. Irina, elle tient quelque chose là, elle a perçu quelque chose. Et c'est par là que ça va se passer. Elle a perçu qu'il y a la globalité, et elle va passer par ce chemin là maintenant de la globalité. Pour Pascal, elle perçoit qu'il y a quelque chose au-delà du mental, mais elle ne sait plus très bien où elle est quand elle est en dehors du mental. Eh bien, il faudra que ça lâche petit à petit. Il ne s'agit pas de forcer, il ne faut pas forcer. Hein. Il ne s'agit pas de se dire maintenant, ah bah, bon, je lâche tout, je suis ce que je suis. Personnellement, je n'ai pas pu le faire. Quand j'ai perçu l'infini de la conscience, je vois bien, j'ai eu vraiment des grandes peurs. Et j'étais obligé de revenir dans mon mental et de me retrouver dans ma coquille de moi, si vous voulez. Alors, ça lâchait à un moment donné, et puis je revenais dans mon mental. Mais dans mon mental, j'étais malheureux, parce que dans mon mental, ça tournait, je voulais ceci, je voulais cela. Et puis à un moment donné, je m'ouvrais à la vie, mais dans cette ouverture, j'avais peur parce que c'était un petit peu compliqué à un moment donné. Je dis compliqué, mais bon, ça fait partie de mon chemin. C'est-à-dire, ça pouvait s'ouvrir d'un seul coup, et quand ça s'ouvrait d'un seul coup, c'était tellement immense qu'il y avait une peur, et puis je rentrais dans mon mental. Et puis alors donc, je revenais dans mon mental, et dans ce mental, à un moment donné, ça, comme on dit, ça me prenait la tête, j'étais tourmenté ici et là, et puis ça s'ouvrait. Voilà, alors ça a été un petit peu comme un escargot qui sort et qui rentre dans sa coquille, qui sort et qui rentre dans sa coquille. Et puis un jour, il n'y a plus de coquille à un moment donné. Et puis il est là, et puis ça se passe très bien. C'est rigolo, ces chemins différents et ces perceptions différentes que nous avons tous sur le chemin. Voyez. Mais l'essentiel, c'est d'être sur le chemin déjà. C'est assez extraordinaire. On est à la page 234 et le titre de ce chapitre, c'est « Les pensées densifient le mental » et en dessous de ce titre, il y a « Ouvrir notre porte intérieure à l'être ». On ne peut pas faire mieux, voyez. On est en plein dedans. Page 234, « Les pensées densifient le mental, ouvrir notre porte intérieure à l'être ». Plus nous cédons à l'égocentrisme et plus nous densifions la coque psychique de l'ego, celle du moi. Ce phénomène qui nous isole de notre source et qui nous isole également des autres, du monde, de l'univers et de la nature. C'est ce phénomène. C'est également ce phénomène qui nous rend insensibles et nous déshumanise. Le phénomène mental, et moi, et moi, et moi, vous voyez, on rentre dans quelque chose qui se durcit et qui nous déshumanise. Ce n'est pas l'être qui ne veut pas nous joindre, bien au contraire. C'est le moi, les pensées et le mental qui font obstacle. Ils nous isolent, ils créent une sorte de sphère dense, une coque psychique dont il est impossible de se libérer par la seule volonté. C'est un cercle vicieux, cette histoire, parce que nous sentons que nous sommes pris dans quelque chose qui nous enferme, et nous souffrons. Mais qu'avons-nous à notre disposition? Nous avons un mental qui a eu toute sa vie pour, seul réflexe de trouver des solutions. Je vis un enfer, je vis une souffrance, comment puis-je sortir de mon enfer, de cet enfer et de la souffrance? En trouvant une solution. Et pour trouver une solution,
je vais être obligé de me servir de mon mental. Alors, on s'en sort pas. On se sert de c'est la mémoire qui nous enferme et on veut trouver une solution en se servant de la mémoire. Vous voyez? C'est pas possible. La seule possibilité que nous ayons, c'est ce que nous sommes en train de faire, prendre conscience, créer un recul et devenir le témoin du phénomène. Alors, oui, à ce moment-là, nous ne sommes plus dans le circuit infernal de la mémoire qui cherche à se sortir de son propre piège. Vous voyez ça? Vous dire, mais je ne peux pas sortir de mon problème en me servant de la mémoire. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Il n'y a que la lumière qui va éclairer et qui va révéler la nature du problème. À ce moment-là, il y a ce recul et ce dégagement. Lorsque nous sommes pris dans l'agitation de notre vie sociale, familiale, dans l'agitation de notre mental, de nos pensées, la notion de moi est naturellement mise en avant. Notre ego est très présent et nous n'y pouvons rien, c'est ainsi. Lorsqu'on est pris dans l'agitation de notre mental, le moi est très présent. Mes problèmes avec le social, avec ma famille, avec mes idées, avec... Vous voyez, on est dans le mental, les pensées, et le moi est très présent. Nous devons assumer notre vie d'individu vivant au sein d'une société et tenter d'y trouver notre juste place. Néanmoins, nous devrions tous les jours accorder une petite place à un moment de calme et de méditation, porter des regards en soi afin de comprendre avec plus de clarté et de justesse ce que nous sommes. Plus nous verrons clair en nous, et plus nous comprendrons où est notre juste place. Quand on regarde un petit peu l'évolution dans le social, on sent que chacun cherche sa place. Et puis, à un moment donné, il peut se dire, ah ben voilà, ça y est, j'ai trouvé ma place, je me sens bien dans telle ou telle chose. Voilà. Il y en a qui ne trouvent jamais leur place, ou ils peuvent trouver leur place, ça leur convient un moment, et puis après, ils ont besoin de changer. Mais c'est pas ça qui va apporter de la lumière sur le problème humain. Trouver une place dans la société, c'est normal. Néanmoins, ça n'est pas accorder de la lumière et de la conscience dans notre vie. Afin qu'ils puissent évoluer dans la société, nous demandons à nos enfants d'apprendre des montagnes de connaissances et d'intégrer beaucoup de savoir. Cela génère en eux des tensions et du stress. Il est important de partager des moments de calme avec eux, de leur apprendre à goûter le calme. Ces instants sont privilégiés dans la relation parent-enfant. C'est en vivant ces moments de quiétude aux côtés de nos enfants qu'on les prédispose à être sensibles au monde, à la nature, et qu'on leur permet également d'apprécier une présence palpable, une présence que l'on perçoit en nous comme bienheureuse et que l'on perçoit comme le bonheur, tout simplement. Vous voyez, on devrait apprendre aux enfants aussi à être calmes et puis à apprécier le calme. Les enfants ont besoin de bouger, bien ils bougent, ils ont besoin de courir, c'est très bien. On peut aussi leur apprendre à être bien dans un instant simple, un moment de détente et de quiétude. C'est déjà les prédisposer à vivre en eux le bonheur de vivre le calme. Il faudrait que les parents soient calmes aussi. Et voilà le problème. Eh oui, il faudrait que les parents soient calmes aussi. Tu as raison, en fait, l'éducation des enfants, c'est avant tout le problème des parents. On veut éduquer des enfants, mais en fait, il faudrait d'abord éduquer les parents. Vous voyez, la spiritualité, le soi-regard, la méditation, ça devrait être quelque chose qui fait partie de la vie des êtres humains. Ça devrait être là et présent en tous. Ça serait tellement facile après de porter des regards,
de partager nos expériences, voyez. Apprendre à nos enfants à apprécier et à goûter au calme, c'est les préparer à une ouverture possible sur le domaine spirituel. Les maintenir dans les surexcitations et de grandes agitations, c'est les priver de cette précieuse ouverture intérieure que chacune et chacun a en lui, celle qui nous permet un jour de toucher à l'essentiel, l'être, mon idée. Voyez comme lorsque nous pensons, lorsque nous ressassons un problème dans le mental, il grossit et prend une place démesurée en nous. Le moi grossit également en arrière-plan, parce qu'il est sous-entendu, c'est mon problème. Le moi porte ses problèmes, il porte tout en fait. Les sujets auxquels nous pensons sont naturellement exposés à la lumière de la conscience en nous. Et c'est alors qu'ils gagnent en puissance. La lumière que nous appelons conscience est également source d'énergie. Les choses auxquelles nous pensions il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, se sont naturellement dévitalisées par le fait même qu'elles ne sont plus exposées à la lumière de conscience. On pourrait se poser la question, pourquoi y a-t-il des souvenirs qui sont vagues dans mon esprit? Si je vous demande de penser à des choses assez lointaines, pourquoi sont-elles vagues? Eh bien, elles sont vagues parce qu'elles ne sont plus dans le champ de la lumière de conscience. Elles ne sont plus éclairées. Si vous y avez pensé régulièrement, alors la trace, la mémoire serait nette pour vous aujourd'hui. Il y a des gens qui ont pu être marqués dans leur petite enfance par des événements. Vous voyez comme l'événement peut être encore net dans leur esprit, dans leur mémoire. Mais si c'est une chose lointaine auquel on n'a plus pensé, eh bien c'est vague. Mais qu'est-ce qui donne de l'énergie à nos souvenirs? C'est le fait d'y penser. Et le fait d'y penser met la mémoire dans le champ de la conscience, cette lumière en nous. Donc la lumière en nous, elle donne de l'énergie, elle apporte de l'énergie. On parle de paix, on parle de liberté, d'amour, d'harmonie, mais c'est aussi de l'énergie. Moins on pense à une chose, moins on en parle, et plus elle semble comme s'éloigner et comme se dissoudre au bout d'un certain temps. Les animaux n'ont pas d'obsession psychologique particulière et ne sont pas déformés par le mental, car ils ne pensent pas intellectuellement comme l'homme. C'est en général le contact avec les hommes qui déforme la psyché des animaux. Et lorsque la relation homme-animal est belle et profonde, l'homme bénéficie du rayonnement de l'animal, tout comme l'animal bénéficie du rayonnement de l'homme. Le moi sait de façon très occulte et instinctive qu'il prend de l'énergie et se régénère dès qu'il se trouve dans le champ de la conscience. Il sent également qu'il a besoin des mots et du son pour cela. Le moi, c'est un animal, c'est un instinct, et il sait des choses instinctivement et de façon occulte. On n'en est pas vraiment conscient. Le moi sait que pour se régénérer, qu'il ressente sa notion, il a besoin de parler, il a besoin des autres, il a besoin de s'exprimer. Il ressent quelque part que plus il va rester dans son petit coin, plus il va être dans le silence, plus il va comme se dissoudre. Et beaucoup de gens ont peur de ça. Ils ont peur que leur moi diminue. Ils veulent être quelqu'un, parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Socialement, il faut être quelqu'un, voilà, il faut s'affirmer, il faut être quelqu'un, il faut... Mais le moi le sait instinctivement et intuitivement, de façon occulte, qu'il doit se régénérer, qu'il peut se régénérer par le son et par la relation avec le monde, avec les autres. Moi et l'autre. Moi et le monde. Quand des gens restent chez eux, ils peuvent se dire à un moment donné, bon, j'en ai marre maintenant, je vais aller un peu dans le monde quand même, et moi, j'ai envie de me sentir un petit peu, j'ai envie de...
aller au bar, voir des amis, discuter, vous voyez. Mais le moi le sait ça. Il sait qu'il a besoin des autres, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de parler. Ça comme si ça le maintenait en vie. Et dans le domaine spirituel, on va commencer à le mettre un petit peu de côté. Parce que précisément, il est encombrant, ce moi. Et c'est lui qui empêche la connexion avec l'être. Il y a des mots, je crois que c'est de la Bible, qui disent on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Soit vous êtes au service de Dieu, c'est-à-dire de l'être, soit vous êtes au service de Mammon. Vous voyez, c'est le diable, le moi, les instincts, l'égocentrisme. Vous voyez. Les personnes avec un gros ego sont en général des personnes qui parlent beaucoup. Elles jouissent de la puissante notion qu'elles éprouvent d'elles-mêmes, notamment lorsque quelqu'un les écoute. Les individus peu conscients ne comprennent pas clairement les relations existantes entre le son et l'ego. Et la plupart de nos instincts et entités égocentriques, tels le moi, en connaissent intrinsèquement les principes. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que le moi le sait. Voyez. Nous ne savons pas, nous, consciemment, que c'est le son qui nourrit le moi, amplifie et intensifie le moi. Mais le moi, lui, le sait. On sait de façon occulte qu'à un moment donné, on doit aller parler aux gens, qu'on doit se montrer, qu'on doit et moi ceci, et moi cela, voyez. Et ça nous recharge. Le moi le sait, ça. Aller dire ça à quelqu'un, il n'en est pas conscient réellement. L'entité sait, l'individu, lui, ne sait pas. Et il ne fait que subir ce que l'entité lui demande de faire. Moi, je trouve ça assez extraordinaire quand même. Oui, mais on souffre de ce moi. À un moment donné, l'individu, il faut bien qu'il souffre. Et on peut faire une relation avec le moi, sinon, de quoi il souffre? Le moi jouit aussi. Il ne fait pas que souffrir. Lorsqu'il parle de lui, lorsqu'il y a du monde, lorsqu'il est au milieu d'une assemblée, moi ceci, moi voilà, là il jouit. Mais lorsqu'il est remis en question, lorsqu'il est infériorisé, à ce moment-là, il souffre. Mais il y a une autre forme de souffrance qui est, à un moment donné, j'en ai assez de ce truc-là au milieu. C'est une souffrance de trop plein. À un moment donné, on peut en avoir assez de ce moi, mais véritablement. Vous voyez, il y a la souffrance du moi qui est liée au plaisir. Je jouis d'un moi parce que le moi se sent supérieur à un moment donné, il a fait ceci, il a fait cela. Mais il souffre à un moment donné parce qu'il est infériorisé. Ça, ce sont les deux pôles. Le pôle du plaisir et de la douleur. Bien. Mais il y a cette souffrance, je dirais, d'être fatigué de ce jeu du moi qui jouit et qui souffre, qui jouit. Vous voyez, les montagnes russes, ça monte, ça descend, et on aspire à autre chose à ce moment-là. Alors, est-ce que tu parles de cette aspiration-là? Oui, mais c'est vrai qu'en même temps, et ça se voit souvent quand on a des repas, chacun est là, et puis feu, ça y est, ça commence, ah, je dis un truc, ah ben oui, ben non, mais... Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient se mettre devant tout de suite, qui se positionne pour dire, voilà, je suis là. Ah oui. Et moi, je pense ceci, moi, je pense cela. Il y a certaines personnes, ils n'arrêtent pas de parler. Ils n'écoutent pas même. Ils ont vraiment du mal à écouter. Oui, là, on peut rien faire. Là, il faut laisser passer la vague. On peut pas. C'est là, et ils parlent, ils parlent, ils parlent. Mais à la fin de la soirée, ils peuvent être fatigués de leur propre moi, de ce jeu du moi là. Et puis être bien contents quand la soirée est finie, qu'ils rentrent chez eux, puis ils disent ouf, je commençais à en avoir marre. En fait, c'est d'eux dont ils ont marre de ce petit jeu du moi. Là. C'est une drôle d'histoire. C'est une relation que nous avons avec nous-mêmes, avec des entités que nous avons nous-mêmes créées. Un moi est là. Il y a la vie libre. Vous voyez, vous m'écoutez maintenant
Est-ce qu'il y a un moi? Est-ce que... On s'en fout du moi, c'est pas... Et puis, il y a la vie avec le moi. Est-ce qu'il peut y avoir un petit moi? Dans quel sens? Tout petit. Non. Si, il peut y avoir un petit moi, oui. Un moi qui comprend qu'il n'est qu'un moi, qui est humble, naturellement, face à la vie. Je pense que ce petit moi, c'est comme tu es seul et il ne faut pas montrer mon moi devant les autres. Pour mon petit moi, il y a des instants que je fais ou quelque chose qu'il faut aller, il y a un petit moi qui observe qu'il faut sortir ou faire quelque chose. Mais si tu as devant les autres, tu travailles ou tu fais ton devoir, c'est le moi qui a grandi. Ça peut évoluer beaucoup, hein. Même le moi que tu présentes aux autres, même le moi qui se présente aux autres, peut évoluer. Imaginons, on est en relation avec les autres, et puis il y a un moi assez imposant qui est là. Il y a du monde, moi ceci, et moi cela, et moi ceci. Mais si on porte des regards sur ce moi, et si on porte des regards sur le vécu, et si cette tension, ce moi trop présent, trop intense et gênant, eh ben ça va évoluer. On va se détendre, même lorsqu'il y aura des gens. Il va Et perdre son importance. Ouais. voilà, exactement. Il y aura un moi, parce qu'il faut bien qu'il y ait un moi. Mais il va se dégonfler un petit peu. Ça fait pas de mal s'il se dégonfle un peu. Puis bah, si maintenant il est face à des gens qui veulent parler, bah, ils en parleront. C'est tout, s'ils veulent parler. Moi, je pense que les gonfles, c'est dans le jeu, on rentre le témoin. Et c'est comme le témoin, il rentre, c'est le moi, et tout de suite, il est diminué, parce qu'il y a un regard. Exactement. Eh oui. Tu ne rentres pas dans le jeu, les autres directement. Et il y a quelques espaces où il y a témoin, et le moi, il est diminué. Et le moi diminué. Oui, c'est très important, c'est une phase très importante. On amène l'éveil dans notre vie à ce moment-là. Il y a l'éveil qu'on peut avoir dans notre petit coin. Quand on rentre chez nous, on écrit, on porte des regards. Mais cet éveil, il va falloir l'emmener après dans notre vie de tous les jours, dans nos relations, une discussion avec des gens. Et emmener aussi cette détente, cette réceptivité, ce calme. Les gens sont sensibles aux gens qui écoutent, aux gens calmes. Ça les détend eux aussi. Ça va leur faire du bien. Et c'est pas pour autant que on nous prend pour quelqu'un qui n'a pas d'idée, quelqu'un qui est insipide, vous voyez. On peut avoir cette image, hein, remarquez, si quelqu'un ne parle pas et qui reste dans son coin. Voyez, si vous restez silencieux dans une soirée et puis que avec votre verre à la main, on peut penser ça de vous, vous voyez, alors que vous êtes très détendu et très calme. J'ai aperçu aussi avec mes clients, c'est vraiment, il y a le moi devant, c'est comme il y a une bataille entre moi, entre moi de moi et de moi de l'autre côté. Et c'est très intense. Et si tu portes un petit regard et tu fais un peu entre moi, il y a, il y a un témoin. S'il y a quelque chose, l'autre, c'est comme le diminue. Oui, ça change, oui. Ça change. Ça change et ça changera quelque chose chez l'autre. Si il y a quelque chose qui désire et qui veut s'affirmer en toi, l'affirmation chez l'autre va s'intensifier. Mais si en toi tu ne cherches pas à affirmer quoi que ce soit, il y a un regard assez neutre et puis objectif. Et si tu parles assez objectivement d'un sujet ou d'un autre, eh bien la personne
devient objective, elle aussi. Tu peux l'amener à un regard objectif. Et ça aussi, c'est comme le jeu de lumière. C'est le moi qui sort et il est devant. Et après, comme ça, avec le recul, avec la lumière de conscience, c'est le témoin qui prend le rôle. Et c'est vraiment, ça change tout. Eh oui. Mais il y a tellement de choses à regarder. C'est dommage de passer devant tout ça parce que c'est ça qui va changer le monde. C'est pas aller lutter contre des idées ou contre ci, contre là ou ces petits regards portés en nous. Ça paraît des petits détails, mais ça change beaucoup. Et le fait d'emmener l'éveil dans notre vie relationnelle, vous voyez, sociale, c'est important. C'est important. Oui, c'est ce qu'on disait, les individus peu conscients ne comprennent pas clairement les relations existantes entre le son et l'ego. Mais la plupart de nos instincts et entités égocentriques, tels le moi, en connaissent intrinsèquement les principes. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, parce que je me disais, mais les entités connaissent le principe, elles le savent. Mais moi, je suis complètement idiot face à ça. Vous voyez, on est pris par les forces. Les forces, elles savent, elles, ce qu'il faut faire. Mais nous, on est inconscients. Vous voyez, on comprend rien. Et on est manipulé par ces forces. Et c'est autre chose quand on commence à porter des regards et à comprendre le phénomène. Là, c'est autre chose. Mais ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que les entités connaissent, elles. Un animal sait exactement ce qu'il doit faire pour manger et pour se maintenir en vie. De même, le moi sait comment prendre de l'énergie et pérenniser son existence grâce aux mots et aux sons, grâce à sa relation aussi avec le monde. Tu veux dire quelque chose, Irina? On a bien remarqué de témoin et de moi aussi. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on appelle le discernement. Je vous embrasse. Oui. Bonne semaine.